Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est complètement consacrée aux critères de résistance, lesquels consistent à vérifier si une pièce soumise à une sollicitation donnée ne subit aucune déformation irréversible susceptible de la conduire à une défaillance. On commence cette vidéo par poser d'abord la problématique de la résistance des pièces ou structures pour lesquelles un chargement est appliqué. Ensuite, nous démontrons les relations données par les deux critères, à savoir celui de Tresca et celui de Von Mises. Au cours de cette vidéo, la relation de la contrainte de Von Mises sera démontrée avec rigueur. Nous terminons par donner un exemple d'application afin de mieux distinguer la différence entre les deux critères. Examinons la problématique du calcul de résistance. En pratique, la plupart des pièces et structures sont soumises à des sollicitations de service de telle sorte qu'elles restent dans le domaine élastique, lequel ne produit que des transformations ou des déformations réversibles. Plaçons-nous tout d'abord dans le cas d'un état de traction uniaxiale. Il s'agit d'une éprouvette constituée d'un matériau ductile dont la courbe de traction est montrée par la figure. Le matériau a une limite d'élasticité sigma E. Tant que la contrainte appliquée est égale ou inférieure à la limite d'élasticité, le comportement du matériau de l'éprouvette reste dans le domaine élastique. C'est-à-dire ici, on a une éprouvette qui est soumise à une charge P. La contrainte qui est appliquée dans la section de la partie utile de cette éprouvette est égale à la charge P divisée par la section. Le matériau de cette éprouvette a une courbe de traction qui donne la limite d'élasticité sigma E. Donc, dans ce cas-là, tant que la contrainte appliquée est inférieure à la limite d'élasticité, le comportement du matériau de l'éprouvette reste dans le domaine élastique. Cependant, en réalité, la sollicitation est quelconque. En outre, la forme des pièces est plus complexe. Ceci engendre en chaque point d'une structure un état de contrainte multiaxiale, ce qui complique la vérification. Donc là, on a une structure, une pièce, qui est soumise à un chargement donné. Donc vous avez des efforts qui sont appliqués et un déplacement qui est imposé dans cette zone. En chaque point de cette structure, on a un tenseur de contrainte sigma. Le tenseur est multiaxial. Dans ce cas précis, comment assure-t-on la résistance de la pièce ou de la structure? Alors, pour répondre à cette question, on suppose qu'on substitue une contrainte équivalente, sigma équivalente, au tenseur de contrainte multiaxiale sigma, puis on compare la contrainte équivalente sigma, cette contrainte sigma équivalente, à une constante K issue d'un essai de traction en vue de déterminer si on est dans le domaine élastique ou pas. La contrainte équivalente est comparée à une constante seuil K identifiée par un essai de traction afin d'assurer la résistance de la pièce ou de la structure. La contrainte équivalente constitue une contrainte de comparaison. C'est-à-dire, quand la contrainte équivalente est inférieure ou égale à la valeur seuil K, on assure que le comportement du matériau est dans le domaine élastique, c'est-à-dire qu'on a une réversibilité des déformations. Par contre, si la contrainte équivalente dépasse cette valeur seuil K,
on a un écrouissage, donc on a des déformations plastiques qui sont irréversibles. Plusieurs critères de résistance ont été mis au point et donnent un aperçu sur la capacité d'un matériau à supporter différentes sollicitations sans subir des déformations permanentes. Ces critères se distinguent par leur définition de la contrainte équivalente. Il existe plusieurs critères de résistance, parmi lesquels on peut citer les critères de Tresca, le critère de Vomises, le critère de Rankine et le critère de Moore-Kako. Il existe aussi d'autres types de critères. Au cours de cette vidéo, on se limite uniquement à deux critères, à savoir ceux de Tresca et de Vomises. On commence par le critère de Tresca. Tresca se base sur certaines observations expérimentales, notamment celle du physicien Schmid, lequel a montré que les déformations plastiques des cristaux s'opèrent par cisaillement. En effet, on constate expérimentalement qu'il est bien plus commode de déformer une éprouvette par cisaillement en faisant glisser les atomes les uns sur les autres que par compression. Par conséquent, Tresca considère qu'un solide reste dans le domaine élastique tant que la contrainte tangentielle maximale est inférieure à une valeur seuil déterminée lors d'un essai de traction. La contrainte de cisaillement maximale est définie par le cercle de Moore. Donc, le critère de Tresca, il postule que la contrainte équivalente doit être inférieure ou égale à K, et cette contrainte équivalente est égale à la contrainte de cisaillement maximum, et que K est égal à contrainte de cisaillement admissible. Donc, ce qui implique que la contrainte de cisaillement maximale doit être inférieure à la contrainte de cisaillement admissible. La contrainte de cisaillement maximum est déterminée à partir du cercle de Moore, comme on va le voir dans la prochaine diapositive. Cette contrainte maximale est égale à la moitié de la différence entre la contrainte majeure et la contrainte mineure. Tau max étant la contrainte de cisaillement maximale, tau contrainte de cisaillement admissible, sigma majeur est la contrainte principale majeure maximale, sigma min est la contrainte principale mineure, minimale, comme on va le voir dans la diapositive suivante. À partir du tenseur de contrainte en un point donné, on détermine tout d'abord les contraintes principales dans le repère principal, sigma 1, sigma 2, sigma 3. On définit dans deux plans contrainte normale, contrainte tangentielle, le tricercle de Moore. Nous appelons contrainte majeure la valeur maximale entre les contraintes principales sigma 1, sigma 2, sigma 3. Contrainte majeure, la valeur maximale entre les contraintes sigma 1, sigma 2, sigma 3. Et la contrainte mineure, la valeur minimale entre les
contrainte sigma 1, sigma 2, sigma 3. La contrainte intermédiaire est entre la contrainte majeure et la contrainte mineure. On porte ces contraintes sur l'axe des abscisses, l'axe sigma 1, et nous traçons le tricercle de Moore. Donc ce tricercle de Moore, il va nous indiquer là la contrainte de cisaillement maximale. Cette contrainte de cisaillement maximum est donnée par la différence entre la contrainte majeure et la contrainte mineure divisée par 2. C'est-à-dire ça correspond à la moitié du grand cercle. Tau max est égal à sigma majeur moins sigma mineur sur 2. La contrainte de cisaillement admissible, taux admissible, est identifiée à partir d'un C de traction. Là, pour le matériau donné, nous avons la courbe de traction qui nous permet d'identifier la limite d'élasticité sigma E. Donc, à partir de l'état limite sigma E, on trace le cercle de Moore correspondant à cette limite d'élasticité. La contrainte de cisaillement admissible correspond au rayon de ce cercle de Moore qui a pour diamètre sigma E. Donc, taux admissible, K est égal à taux admissible, qui est égal à la limite d'élasticité sur 2. Le critère de Tresca s'écrit sous la forme suivante. La contrainte de cisaillement taux max doit être inférieure ou égale à taux admissible pour qu'on est dans le domaine élastique. Ce qui implique que la moitié de la différence entre la contrainte majeure et la contrainte mineure doit être inférieure ou égale à la moitié de la limite d'élasticité. Donc, la contrainte majeure moins la contrainte mineure doit être inférieure ou égale à la limite d'élasticité. Ce qui nous mène à définir la contrainte équivalente de Tresca. Cette contrainte équivalente de Tresca est égale à la différence entre la contrainte majeure et la contrainte mineure. Par rapport au repère principal, dans le cas particulier d'un état de contrainte où la sigma 3 est égal à 0, le tenseur de contrainte s'écrit de la façon suivante. On a sigma 1, sigma 2, 0. Alors, pour ce cas-là, on va chercher dans le plan sigma 1, sigma 2, pour sigma 3 égale à 0, la zone délimitant le domaine de comportement élastique linéaire, qui est donnée par cette condition. Considérons cet état de contrainte. Sigma 1, sigma 2 et sigma 3 est égal à 0. Le tricercle de Moore correspondant à cet état, vous le voyez par ces trois cercles, où la contrainte sigma 3 est égale à 0. Donc dans ce cas-là, on a sigma 1 et sigma 2 sont positifs dans ce cas-là. On va voir les autres cas. Donc la contrainte majeure, ce sera le maximum entre sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 3 toujours égal à 0. Et la contrainte mineure, ce sera la valeur minimum entre sigma 1, sigma 2 et sigma 3 égale à 0. Donc
Donc le domaine élastique, il sera défini par une équation, dans ce cas précis, qui est donnée par sigma majeur moins sigma mineur est égal à sigma E. Donc on va analyser cas par cas cette relation-là, qui est une relation qui donne la frontière du domaine élastique. Examinons tous les cas possibles et cherchons dans le plan sigma 1, sigma 2, bien sûr pour sigma 3 égale à 0, la zone délimitant le domaine de comportement élastique, dont l'équation de la frontière est donnée par sigma majeur moins sigma mineur égale à sigma E. Et considérons cette bisectrice. Nous avons ici 4 cadrans et on va examiner chacun des cadrans pour déterminer par le biais de l'équation de la frontière la zone qui délimite le domaine élastique du domaine élastoplastique. Commençons par le premier cadran, ce cadran où on a sigma 1 et sigma 2 positifs. On peut considérer dans ce cadran deux cas possibles. Le cas où le point de chargement est situé au-dessus de cette bisectrice, et le deuxième cas, quand le point de chargement est situé en dessous de cette bisectrice. Commençons par le point de chargement situé au-dessus de cette bisectrice. Dans ce cas, on remarque que donc, sigma 3 est égal à 0, mais sigma 2 est supérieur à sigma 1. Si je prends n'importe quel point qui appartient à ce domaine, j'ai sigma 2 supérieur à sigma 3. Donc, voyons maintenant cette équation. Sigma majeur, ça sera sigma 2. Donc, j'ai sigma majeur, c'est sigma 2. Sigma mineur, c'est sigma 3. Il est égal à 0. Donc, ça sera sigma 2 moins 0 égale à sigma E. Donc, sigma, comme vous le voyez, sigma 2 est supérieur à sigma 1 est supérieur à 0. Donc, si je reprends cette équation, donc ça sera sigma 2 moins 0 égale à sigma E. Donc, sigma 2 est égal à sigma E. Voilà, on trace ce segment de droite où sigma 2 est égal à sigma E. Dans cette moitié supérieure de ce premier cadran où sigma 2 et sigma 1 sont positifs. Voyons maintenant la deuxième partie de ce cadran, c'est-à-dire la partie qui est située en dessous de la bisectrice. Dans ce cas-là, sigma 1 est supérieur à sigma 2. Sigma 1, dans cette partie-là, sigma 1 est toujours supérieur à sigma 2. Donc, si la contrainte majeure, c'est sigma 1, et la contrainte mineure, c'est sigma 3, puisqu'il est égal à 0. Donc, j'aurai sigma 1 moins 0 égale à sigma E. Donc, on aura sigma 1 égale à sigma E. Donc, on a terminé avec
le cadran pour lequel sigma 1 et sigma 2 sont positifs. Examinons maintenant ce cadran pour lequel sigma 1 est négatif et sigma 2 est négatif aussi. Donc vous voyez dans le tricercle de Moore, en abscisse sigma 1, en ordonnée tau. Donc j'ai sigma, premier cas, sigma 2, sigma 1, 0. Sigma 3 est égal à 0. Sigma 1 est négatif. Et sigma 2 aussi est négatif. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a dans cette partie-là, sigma 1 est supérieur à sigma 2. Parce que vous voyez ici, ils sont tous les deux négatifs. D'accord? Donc sigma 1 est supérieur à sigma 2. Donc je peux dire que la contrainte majeure ici, laquelle? La contrainte majeure, c'est sigma 3, puisqu'il est égal à 0. Parce que sigma 1, sigma 2, tous les deux sont négatifs. Et quelle est la contrainte mineure? La contrainte mineure, c'est sigma 2. Donc j'ai 0 moins sigma 2 est égal à sigma E. Donc sigma 2 est égal à moins sigma E. Bon, on peut faire la même chose. On continue sur ce deuxième cadran où les sigma 1 et sigma 2 sont négatifs. On peut poursuivre le même raisonnement. Et dans cette partie, on aura l'équation, cette équation frontière, elle va nous donner sigma 1 est égal à moins sigma E. Sigma 1 égale à moins sigma E. Il nous reste ce cadran et ce cadran. Alors, pour ce cadran, sigma 2 est positif et sigma 1 est négatif. Pour ce cadran, sigma 1 est positif et sigma 2 est négatif. Voyons. Dans ce cadran, on a sigma 3 égale 0. Sigma 2 est positif. Et sigma 1 est négatif. Donc on aura la majeure, c'est sigma, la contrainte majeure, c'est sigma 2. La contrainte mineure, c'est sigma 1. Donc on aura sigma 2 moins sigma 1 égale à sigma E. Et ça va, on va tracer ce segment de droite. Il nous reste le dernier cadran. Là, sigma 1 positif, sigma 2 négatif. Donc sigma 1 est positif, sigma 3 égale 0 et sigma 2 est négatif. Donc dans ce cadran, on aura sigma 1, c'est la contrainte majeure, sigma 2, c'est la contrainte mineure. Donc on aura sigma 1 moins sigma 2 égale à sigma 1. Et on trace cette droite. Et voilà, on a obtenu ici le domaine, la limite du domaine où le comportement est élastique. Si on sort de ce domaine, on aura des déformations plastiques.
On voit bien ici qu'il s'agit d'un hexagone qui délimite le domaine élastique du domaine élastoplastique. C'est l'hexagone de Tresca. Donc, à l'intérieur de ce domaine, ce domaine constitue la zone de comportement élastique linéaire, où on est soit à l'intérieur, soit sur le bord, c'est-à-dire sur l'hexagone de Tresca. Dans le cas d'un état de contrainte multiaxiale, où les contraintes principales sigma 1, sigma 2 et sigma 3 sont nulles, le critère de Tresca s'établit comme suit. La valeur absolue de sigma 1 moins sigma 2 doit être égale ou inférieure à la limite d'élasticité, et la valeur absolue de sigma 1 moins sigma 3 doit être égale ou inférieure à sigma E, et aussi la valeur absolue de sigma 2 moins sigma 3 doit être égale ou inférieure à la limite d'élasticité. Les domaines élastiques et élastoplastiques sont séparés par une surface appelée surface de charge, laquelle a une équation de la forme F de sigma ij égale à 0. Et c'est cette surface de charge qu'on va voir maintenant. Dans le cas général, où le tenseur de contrainte est multiaxial, c'est-à-dire sigma 1, sigma 2 et sigma 3 sont différents de 0, à partir de ce tenseur, on identifie la contrainte majeure et la contrainte mineure. À partir du tricercle de Mohr, donc sigma max, sigma majeur moins sigma mineur sur 2 doit être égal à sigma E sur 2. Donc dans ce cas précis, l'équation de la surface de charge ou surface limite, f de sigma ij égale à 0, donne que la valeur absolue de sigma majeur moins sigma mineur, valeur absolue, moins la limite d'élasticité égale à 0. On va voir maintenant cette équation, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme surface de charge. Cherchons dans le plan sigma 1, sigma 2, sigma 3, la zone délimitant le domaine de comportement élastique linéaire. Donc cette zone est donnée par cette équation de charge. Valeur absolue de sigma maj moins sigma min, moins la limite d'élasticité égale à 0. Soit l'axe hydrostatique qui correspond à une trisectrice. Donc si c'est une trisectrice, l'axe pour cette trisectrice, sigma 1 égale sigma 2 égale à sigma 3. Donc cette équation de la surface de charge, elle va nous donner un prisme à base hexagonale où cette surface limite, on appelle aussi surface de charge, est un prisme à base hexagonale dans l'axe et la trisectrice des trois axes sigma 1, sigma 2,
sigma 3. Sa base est hexagonale. Et la distance entre cette arête et la trisectrice, c'est-à-dire l'axe du prisme, est égale à la limite d'élasticité que multiplie racine de 2. Étudions maintenant en détail le critère de von Mises. Le critère de von Mises est un critère énergétique. Ce critère considère que seule la partie de l'énergie élastique de variation de forme, c'est-à-dire dW sur dV, F, c'est-à-dire changement de forme, qu'on a examiné dans la vidéo précédente, est susceptible de provoquer un écoulement plastique. Donc on peut exprimer cette énergie élastique soit dans le repère quelconque, soit dans le repère principal, qu'on a démontré la dernière fois aussi. Donc dans le repère principal, cette énergie élastique de variation de forme, elle est donnée en fonction du module d'élasticité transversale, G, et des contraintes principales sigma 1, sigma 2, sigma 3. On peut l'exprimer aussi par rapport à un repère quelconque qui est donné par cette expression. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette séance sur l'énergie de déformation élastique, je vous conseille de revoir cette vidéo pour mieux comprendre d'où elle provient. La valeur critique de l'énergie de déformation élastique est déterminée en se référant à un essai de traction. C'est-à-dire on fait un essai de traction pour atteindre la limite d'élasticité sigma E, la limite d'élasticité, et on calcule l'énergie critique. Il faut que l'énergie développée, il faut qu'elle soit égale ou inférieure à la limite, à l'énergie critique, pour qu'on soit dans le domaine élastique. Donc cette énergie critique, ça sera 1 sur 12G. Donc on n'a que sigma 1. Donc j'ai sigma E au carré. Sigma 2 égale à 0. Sigma 2 égale 0. Sigma 3 égale à 0. Sigma 3 moins sigma E. Donc ici j'ai sigma 1 égale à sigma E. Donc ça va faire sigma E au carré plus sigma E au carré. Donc ça va faire 2 sigma E au carré sur 12G qui donne sigma E au carré sur 6G. Donc c'est cette valeur seuil qu'il ne faut pas dépasser. Pour rester dans le domaine élastique, la partie de l'énergie de déformation dW sur dV de changement de forme ne doit pas dépasser l'énergie critique. Vous avez cette énergie critique et l'énergie qui est développée, elle doit être inférieure. On va maintenant développer cette expression-là. Donc cette expression, elle donne 1 sur 12G et vous avez les termes qui sont exprimés dans le repère quelconque. Elle doit être inférieure ou égale à sigma E sur 6G. On a 1 sur 12 ici, 1 sur 6. Donc on aura 1 demi. Et on continue à développer. On continue à développer. Donc on aura cette inéquation. Et
on aboutit à une relation qui est donnée par la racine carrée de sigma 1 moins sigma 2, le tout au carré, plus sigma 2, 2 moins sigma 3, 3 au carré, plus sigma 3, 3 moins sigma 1, 1 au carré, plus 6 facteurs de sigma 1, 2 au carré, plus sigma 1, 3 au carré, plus sigma 2, 3 au carré, doit être inférieur ou égal à sigma e, c'est-à-dire la limite d'élasticité que multiplie racine de 2. Finalement, le critère de von Mises s'écrit de la façon qui est affichée. On a une équation. Le premier membre de cette équation est constitué en termes des composants du tenseur de contrainte dans un repère quelconque. Et le deuxième membre de cette inéquation, il constitue la valeur expérimentale K, qui n'est que la limite d'élasticité. Le premier membre de cette inéquation constitue la contrainte équivalente de von Mises. On peut écrire aussi le critère de von Mises dans le repère principal, qui est donné par cette forme. On définit la contrainte équivalente de von Mises par l'expression qui est donnée par 1 sur racine de 2, racine carrée de sigma 1, 1 moins sigma 2, 2 au carré, plus sigma 2, 2 moins sigma 3, 3 au carré, plus sigma 1, 1 moins sigma 3, 3 au carré, plus 6 facteurs de sigma 1, 2 au carré, plus sigma 1, 3 au carré, plus sigma 2, 3 au carré. Voilà, on a fait maintenant la démonstration de la contrainte équivalente de von Mises. Voici affiché la contrainte équivalente de von Mises et le critère de von Mises. Comme on peut le constater à travers cette image, généralement les codes commerciaux de calcul de contraintes par élément fini utilisent la contrainte de von Mises pour la simple raison qu'elle est mathématiquement plus pratique. Ces codes de calcul représentent aussi le champ de contrainte équivalente par une carte de couleur dont le rouge indique la contrainte équivalente de von Mises maximale. Ainsi, on peut repérer facilement les zones critiques de la pièce. Comme vous le voyez ici, vous avez là les contraintes de von Mises et vous avez des niveaux de couleur. Le rouge, il indique le maximum. Par rapport au repère principal, dans le cas particulier d'un état de contrainte où sigma 3 égale à 0, le critère de von Mises, il s'écrit sous cette forme. Donc on va considérer, comme on l'a fait pour le critère de 13K, on va considérer que sigma 3 est égal à 0 et que sigma 1 et sigma 2 sont différents de 0. Donc dans ce cas particulier, ça donne la racine carrée de sigma 1 au carré plus sigma 2 au carré moins sigma 1 par sigma 2 inférieur ou égal à sigma e. Donc la frontière entre la zone élastique et la zone élastoplastique est définie par cette équation. Cherchons dans le plan sigma 1, sigma 2 pour sigma 3 égale à 0, la zone délimitant le domaine de comportement élastique linéaire. Je vous fais observer que cette équation, elle représente
l'équation d'une ellipse. Donc, dans le plan sigma 1, sigma 2, cherchons la zone délimitant le domaine de comportement élastique linéaire qui est donné par cette fonction seuil. Racine de sigma 1 au carré plus sigma 2 au carré moins sigma 1 sigma 2 moins sigma E est égal à 0. C'est l'équation d'une ellipse. Donc vous avez l'équation d'une ellipse, on obtient une ellipse qui délimite le domaine élastique du domaine élastoplastique. Cette ellipse est appelée ellipse de von Mises. On va la comparer par exemple par rapport aux critères de Tresca, où on a l'hexagone de Tresca. On constate pour les états de contrainte uniaxiale et équibiaxiale. Les deux critères sont équivalents. C'est-à-dire si on fait une traction suivant l'axe des X ou une compression suivant l'axe des X, on a les deux critères dans la même valeur, la même chose. Dans le cas d'une traction suivant l'axe des Y ou une compression suivant l'axe des Y, on a là la même valeur. On a aussi la même valeur pour un état de contrainte équibiaxial. Ce point, voilà, ce point, on a exactement la même valeur. Comme on l'a déjà fait pour le critère de Tresca, nous déterminons la surface de charge et son équation qui est donnée par f de sigma ij égale à 0. Et on va l'exprimer par rapport aux contraintes principales sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Donc elle est donnée, on tire 1 sur racine de 2, racine carrée de sigma 1 moins sigma 2 au carré, plus sigma 2 moins sigma 3 au carré, plus sigma 3 moins sigma 1 au carré. Ceci constitue la contrainte équivalente de von Mises dans le repère principal, inférieur ou égal à k qui est égal à sigma e. Donc ceci nous donne la fonction fij dans le repère principal, c'est-à-dire par rapport aux contraintes principales sigma 1, sigma 2, sigma 3 qui est donnée par cette expression. On va voir maintenant cette surface de charge, quelle forme elle aura. Pour le cas du critère de von Mises, cherchons dans le plan sigma 1, sigma 2 et sigma 3 la zone délimitant le domaine de comportement élastique linéaire qui est donné par cette fonction de charge f. Alors cette fonction de charge, elle va nous donner un cylindre où vous avez ce cylindre et on a l'axe hydrostatique pour lequel sigma 1 égale sigma 2 égale à sigma 3. Donc c'est un cylindre dont l'axe est l'axe hydrostatique et dont le rayon R est égal à la limite d'élasticité que multiplie racine de 2. Donc la surface limite ou surface de charge est un cylindre dont l'axe est la trisectrice des trois axes sigma 1, sigma 2, sigma 3.
comparant les deux surfaces limites données par les deux critères, c'est-à-dire le cylindre donné par le critère de von Mises et le prisme donné par le critère de Tresca. On constate qu'ils ont le même axe, c'est l'axe hydrostatique. On remarque aussi que le prisme est contenu dans le cylindre. En ce qui concerne la comparaison des deux critères, ils donnent des résultats presque identiques, mais l'inconvénient majeur de ces deux critères, celui de Tresca et de von Mises, est qu'il écarte tout effet de pression hydrostatique. Ainsi, un solide soumis à une traction ou une compression uniforme, suivant les trois axes, est considéré dans une situation équivalente à celle du repos. Cependant, pour les matériaux ductiles, les recherches expérimentales montrent que les valeurs sont souvent situées sur la frontière entre les deux critères, c'est-à-dire elle est entre les deux critères, vous avez les résultats expérimentaux qui sont contenus dans l'espace entre ces deux critères. Ce qui montre que le critère de Tresca est plus conservatif en laissant une marge de sécurité sommairement plus grande. Pour illustrer les contraintes équivalentes calculées par les deux critères, le critère de von Mises et le critère de Tresca, considérons le cas de sollicitation plane pour laquelle on n'a que deux composantes du tenseur de contrainte. La composante normale sigma et la composante de cisaillement tau. Donc soit on a un point P d'une poutre laquelle est soumise à une sollicitation combinée flexion-torsion. Le tenseur de contrainte sigma P, c'est-à-dire au point P, il est donné par ce tenseur. La question qui est posée, calculer au point P les deux contraintes équivalentes, sigma équivalente de von Mises et sigma équivalente de Tresca, relatives à cet état de contrainte. Calculons d'abord la contrainte équivalente de von Mises à partir du tenseur qui est affiché. Vous avez la relation qui permet de calculer cette contrainte équivalente. On a uniquement sigma 1,1 qui est égal à sigma et sigma n2 qui est égal à tau. Toutes les autres composantes sont nulles. Donc, sigma moins 0 au carré, là on a 0. Là, on a sigma 1,1 qui est égal à sigma. Ici, on a 6, sigma 1,2, c'est-à-dire au carré, tau au carré. Et sigma 1,3 et sigma 2,3 sont égales à 0. On aboutit à cette expression, 1 sur racine de 2, sigma au carré, plus sigma au carré, plus si, tau au carré. Ce qui nous permet de calculer cette contrainte équivalente de von Mises qui est égale à la racine carrée de sigma au carré plus 3 tau au carré. Calcul de la contrainte équivalente de Tresca, sigma équivalent Tresca, à partir du tenseur de contrainte. Donc il est nécessaire de déterminer au préalable les contraintes principales afin d'en extraire les deux contraintes majeures, sigma maj et mineure, sigma min. Donc on calcule d'abord les contraintes principales. On a déjà vu ça dans de précédentes vidéos. On constate que la contrainte majeure, elle est donnée par cette expression.
La contrainte mineure est donnée par cette expression. Donc, on peut calculer la contrainte sigma maj moins sigma min. Ça sera 2. Racine carrée de sigma sur 2, le tout au carré, plus tau au carré. Et on trouve que la contrainte équivalente de 13K est égale à racine carrée de sigma au carré plus 4 tau au carré. Et on a trouvé pour la contrainte équivalence de von Mises, racine carrée de sigma au carré plus 3 tau au carré. Donc il y a la différence du coefficient 3 et 4. Donc on remarque d'une façon générale que ces deux critères sont qualitativement proches. Le critère de von Mises est plus maniable d'un point de vue mathématique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est souvent préféré. Avant de terminer, je préfère donner un petit aperçu de ces deux savants qui ont développé les critères de résistance. En commençant par le plus ancien. Le plus ancien étant Henri-Édouard Tresca, qui est né en 1814 à Dunkerque et décédé en 1885 à Paris. Il fut ingénieur mécanicien français et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Il est considéré comme le père du domaine de la plasticité, étudiant les déformations irréversibles dans une série d'expériences commencées en 1864. Il a notamment développé le critère de résistance dont on vient de parler, qui spécifie les seuils de déformation plastique des matériaux soumis à des efforts de cisaillement. Sa renommée était telle que son nom figure parmi les 72 savants inscrits au premier étage de la Tour Eiffel, comme vous pouvez le constater. Donc au premier étage de la Tour Eiffel, vous avez le nom de Tresca qui est gravé parmi les 72 savants qui ont marqué l'histoire à l'époque. Le deuxième savant dont on vient d'évoquer le critère est Richard Edler von Mises, qui est né en 1883 et décédé en 1953. C'est un ingénieur autrichien et américain. Il a développé la théorie de la contrainte de von Mises, qui porte son nom, dans les années 1910-1920. Ses apports couvrent de larges domaines tels que la mécanique des solides, la mécanique des fluides, l'aérodynamique et la théorie de probabilité. Voilà, on arrive à la fin de cette séance vidéo. J'espère que ce cours vous sera très utile. Les 2 prochaines vidéos seront probablement consacrées aux 2 thématiques de l'élasticité que nous avions développées récemment, à savoir la loi de comportement en élasticité linéaire et les critères de résistance. Au revoir et à bientôt.